C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 vous est présenté par la Mutuelle Intégrance, la mutuelle des solidarités. 8h43 sur Vivre FM et tout de suite c'est l'heure de l'interview du 7-9 sur Vivre FM. Ce matin, Jason Jobert a le plaisir de recevoir à son micro Philippe Trottin, directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft. Bonjour à tous les deux, je vous laisse la main Jason. Et oui, bonjour Antoine. L'inclusion est au cœur de l'actualité cette semaine. Rappelons-le, mardi 11 février, nous avons fêté et manifesté à l'occasion des 20 ans de la loi handicap de 2005. Mais il y a 20 ans, Antoine, notre monde n'était pas autant connecté. Google débutait, mais MSN explosait. Et depuis, la fracture numérique a fait quelques dégâts, laissant les plus démunis, les moins instruits, les moins connectés, les moins riches, mais aussi tout simplement les moins accompagnés de côté. Et en plus, en 2025, plus que jamais, l'IA, arrive, je dirais même, l'IA explose et s'impose. Et du côté des entreprises, alors, focus avec Philippe Trottin et les directeurs inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft à l'occasion de la sortie du guide des bonnes pratiques sur l'accessibilité numérique lancé par le manifeste inclusion. Je l'ai devant moi. Bonjour Philippe. Bonjour Jason. Alors, je suis ravi de vous recevoir pour cette semaine. Alors déjà, on se pose la question, c'est quoi l'accessibilité numérique ? Alors l'objectif, en fait, quand on développe des solutions numériques, c'est de s'apercevoir qu'un certain nombre d'utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés, évidemment, de par leur handicap ou de par d'autres critères. Ça peut être la langue, ça peut être d'autres choses qui peuvent les empêcher finalement d'utiliser des solutions. Et on va essayer de créer ces solutions avec les personnes concernées pour essayer de trouver les difficultés qu'ils rencontrent. On va donc solutionner ces difficultés et puis ces solutions vont pouvoir être utilisées par tout le monde. C'est bien ça l'objectif, c'est de créer des applications universellement utilisables par tous les utilisateurs, qu'ils soient ou non en situation de handicap. C'est très collaboratif, vous le disiez du coup. Exactement, et puis on peut donner quelques exemples. Quand on va faire de la dictée vocale, par exemple, certaines personnes qui peuvent rencontrer des difficultés à utiliser un clavier de par le fait qu'ils peuvent avoir, des troubles musculo-squelettiques, une dyspraxie ou des difficultés de cette nature, vont utiliser leur voix pour pallier à une difficulté d'usage de leur clavier. Ou alors un autre exemple, par exemple pendant les Jeux paralympiques de Paris, notamment les journalistes le matin devaient faire des conférences de presse, il fallait leur mettre à disposition du sous-titrage automatique. Ça, on peut le faire aussi grâce à l'IA et grâce à ces solutions d'accessibilité. Aujourd'hui, le numérique peut être aidant, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ça veut dire que quand on n'a pas accès justement à ces touches numériques, je dirais, on peut être exclu aussi de la société, de la vie, du quotidien. Ben oui, effectivement, et c'est ce qu'on rencontre, et c'est là où les entreprises vont me solliciter notamment pour essayer de comprendre en fait ces solutions. On ne va pas faire de tout le monde des spécialistes du handicap. Il y a tellement de diversité en fait existante, et les difficultés rencontrées peuvent être très différentes d'un utilisateur à l'autre. Donc, il va falloir accompagner en fait les missions handicap, accompagner les équipes informatiques dans les entreprises pour qu'elles soient à même de mettre en place en fait les solutions les plus adaptées, permettant en fait à tout le monde de pouvoir travailler aussi. C'est bien ça l'enjeu, c'est que les gens puissent travailler avec ces solutions. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les personnes en situation de handicap sont davantage aujourd'hui confrontées à des difficultés d'accès au numérique ? En fait, c'est un petit peu la même chose que pour toute autre adaptation. Quand on rentre dans une entreprise, simplement l'accessibilité même de l'environnement. Si je suis en fauteuil roulant, si je suis non-voyant, je peux rencontrer un certain nombre de difficultés. Ça va être exactement pareil avec le numérique. Donc pour moi, il y a 3 critères quand on veut vraiment faire de l'inclusion. Il y a le critère architecture, on va dire, l'accessibilité au lieu. Il faut simplement pouvoir ne serait-ce qu'aller dans son bureau pour pouvoir travailler. Il y a l'accompagnement humain, puisqu'on a le secteur aussi d'accompagnement qui est fait dans les entreprises pour un certain nombre de salariés qui vont avoir besoin d'un référent, qui vont avoir besoin d'une mission handicap ou voire d'un service de santé qui va essayer de trouver des solutions ergonomiques, par exemple, pour le poste de travail. Et puis, on a besoin aussi de spécialistes informatiques, finalement, pour connaître les solutions numériques qui peuvent exister pour leur permettre d'avoir un poste de travail adapté. Alors 2025, grande cause nationale autour de la santé mentale. Oui. Est-ce que là aussi, vous pouvez intervenir par rapport à l'accessibilité numérique autour de ce champ du handicap ?
Alors tout à fait, on a par exemple lancé un projet avec la Sécurité sociale en France. On a l'UNAPI par exemple qui a développé une application pour pouvoir créer du facile à lire et à comprendre, du FALC, pour simplifier finalement les phrases. Et ça, on s'appuie sur de l'intelligence artificielle pour faire ça. Et puis avec la Sécurité sociale, on a lancé un projet pour pouvoir identifier des pictogrammes pour venir imager en fait ces différentes phrases. Donc ça aussi, on utilise de l'IA pour pouvoir quelque part trouver la bonne image qui va représenter la phrase et donc faciliter la compréhension du texte. Vous savez qu'à Vivre FM, on est aussi dans le numérique, on peut le dire. Et on a aussi, nous, notre matinale qui est en mode tout compris, en facile à comprendre chaque samedi. Donc, Très bien. C'est à tous les niveaux. Je fais une petite promo à cette occasion. Pourquoi aujourd'hui on sensibilise à l'accessibilité numérique les employeurs ? Elles ont encore besoin de ça. Alors, elles ont besoin de ça Les parce qu'en entreprises. définitive, quand on est dans une entreprise, il faut penser à un collectif. Un collectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut chercher un nouveau talent qui va rejoindre l'entreprise et qu'on veut, dans ces talents, trouver des talents en situation de handicap pour rejoindre cette entreprise, il faut déjà que les ressources humaines soient sensibilisées à ça et soient à même de comprendre que si la personne rentre dans l'entreprise, les solutions qu'elle utilisera demain, qui peuvent être des solutions numériques, seront accessibles et donc permettront à la personne de travailler. Si je recrute quelqu'un et que je lui demande d'utiliser un logiciel, mais que ce logiciel n'est pas accessible pour son usage, typiquement, c'est pas la peine que je le recrute, je vais tout de suite le mettre en situation de difficulté. Donc il va falloir que je trouve, je sensibilise ce collectif, je sensibilise aussi le management. Je suis manager d'une équipe, je dois présenter à un auditoire, une présentation quelconque. Si j'ai dans mon équipe une personne malentendante ou si j'ai une personne qui peut avoir des difficultés de compréhension, il faut que je m'adapte à la situation et donc que je connaisse aussi les solutions qui vont me permettre d'afficher du sous-titrage, qui vont me permettre de peut-être créer des documents plus simples à comprendre pour les personnes de l'équipe, en tenant compte évidemment de toutes les situations que l'on peut rencontrer. Ça peut être des troubles de l'attention, ça peut être de l'autisme, ça peut être du handicap mental, du handicap visuel, tout simplement. Alors, est-ce que c'est pas plus facile à mettre en place dans des grandes entreprises où il y a plus de ressources, il peut y avoir des personnes dédiées, que dans des petites entreprises, des PME, voire des commerces, où là, ça repose toujours un peu sur la même personne qui fait un peu tout et qui peut négliger faute de temps aussi? C'était un petit peu ça l'idée en fait du guide du manifeste inclusion, c'est quelque part... Il y a un certain nombre de grands groupes sur lesquels ils ont des spécialistes en accessibilité numérique qui sont là pour essayer de réfléchir à tout ce que l'on peut faire en termes de mise en œuvre. Quelle est la gouvernance que l'on doit mettre dans l'entreprise? Qu'est-ce que l'on doit faire avec les équipes informatiques? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les ressources humaines? Et donc, en définitive, ces spécialistes, à travers le manifeste inclusion, se sont dit on va se mettre ensemble dans un groupe de travail accessibilité numérique que j'ai l'honneur de piloter et on va essayer finalement de partager toute notre connaissance à toutes les entreprises pour lesquelles ça serait plus difficile. Alors ça peut être d'autres grands groupes, certains ne se sont pas réellement lancés sur le sujet, mais la majorité, ça va être des PME, ça va être des petites structures qui vont effectivement ne pas être capables de dédier finalement des ressources pour travailler sur le sujet. Alors justement, le guide vient de sortir, il sort demain officiellement, Accessibilité numérique, guide de bonnes pratiques, c'est un ouvrage collaboratif. Justement, il y a une législation autour du numérique actuellement, on est en plein dans l'actualité. Exactement, il y a une législation, il y a le European Accessibility Act, qui est une législation européenne qui impose à partir de juin 2025 de rendre accessible, ou en tout cas de présenter la démarche de mise en accessibilité que les entreprises doivent lancer avec un horizon d'atterrissage en 2030, c'est-à-dire on donne 5 ans aux entreprises pour qu'à la fois elles documentent la façon qu'elles vont avoir de progresser sur le sujet de l'accessibilité numérique avec une ambition qui est de dire en 2030, il faut que ça soit accessible. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ce guide, du coup ? Exactement. En fait, on avait commencé à travers le groupe de travail à faire un certain nombre de sensibilisations à travers des webinaires, notamment, qu'on organisait. Et puis on s'est dit, au-delà des webinaires, il faut quand même qu'on ait du concret parce que l'entreprise, à partir du moment où elle se dit « Ok, je vais y aller », comment on va faire opérationnellement? Et donc, on s'est dit, on va essayer de regrouper dans ce guide à la fois les bonnes pratiques, les sensibilisations différentes, parce que
Je vais prendre d'autres exemples. On va aussi sensibiliser des équipes de communication. Moi, j'ai été voir, par exemple, des entreprises comme Havas, par exemple, qui sont pourtant des grandes entreprises de communication, qui ne sont pas forcément toujours à même de comprendre comment communiquer de façon accessible. Ce qui est quand même paradoxal par rapport à des gens qui sont spécialistes du sujet. Et donc, typiquement, la communication, c'est un des éléments qu'on a mis dans le guide, au même titre que comment rendre accessible son site internet, comment faire tout ça, quoi. Et vous vous êtes entouré d'une bande d'experts à vos côtés ? Alors exactement, donc on a des experts à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. On a des grandes boîtes comme Total Energy, LVMH, L'Oréal, La Poste par exemple. Et puis on va avoir la sécurité sociale, on va avoir l'assurance maladie qui vont être avec nous pour travailler sur le guide. Donc ils font partie de ce groupe de travail. Et puis on va aussi avoir d'autres initiatives. C'est la sensibilisation justement des grands acteurs du numérique. Notamment, on a envoyé des courriers en fait à toutes les grandes entreprises. Ça peut être des entreprises comme SAP, Google, Microsoft, enfin voilà, toutes ces entreprises, pour leur demander qu'est-ce qu'elles ont prévu pour pouvoir améliorer l'accessibilité de leurs solutions. D'accord. Effectivement, donc toujours avoir un pas d'avance aussi en quelque sorte. Oui, exactement. Et puis en fait, l'intérêt en fait du manifeste inclusion, c'est qu'on regroupe une centaine de grandes entreprises. Donc on a un poids entre guillemets économique important. Donc quand une société, on a eu un échange par exemple avec L'Oréal qui disait même quand moi je m'adresse à un grand groupe, pourtant on est gros, on représente finalement une part de marché pour cet éditeur qui est relativement faible, alors que quand on arrive avec le poids du manifeste inclusion, on arrive en représentant une centaine de structures, ce qui est quand même très différent. Alors justement, quels sont les 2-3 axes de progrès essentiels en entreprise, selon vous, par rapport à l'accessibilité numérique ? Alors, il y a déjà un axe de progrès, c'est déjà de savoir où on en est. C'est-à-dire, dans un premier temps, un état des lieux. Donc, on va probablement se faire accompagner quand on n'est pas spécialiste. Et donc, il y a beaucoup de sociétés qui vont faire des audits et qui vont proposer un certain nombre de recommandations pour améliorer l'accessibilité. On commence souvent par le site Internet. Il y a 2 intérêts à commencer par ce site Internet. Le premier intérêt, c'est que c'est la vitrine de l'entreprise. Imaginons, je suis en situation de handicap, j'aimerais travailler dans une entreprise. Mon réflexe numéro 1, ça va aller d'être sur le site Internet. Si le site Internet n'est pas accessible et que je ne suis pas capable d'avoir des informations sur l'entreprise, je me dis, je vais peut-être pas y aller parce que c'est pas la peine en fait de faire la démarche si derrière, ils ne sont pas en capacité de m'accompagner sur les aides dont j'aurais besoin. Oui, c'est la première étape, effectivement. C'est la première étape. Et puis aussi, vis-à-vis des consommateurs, je veux dire, imaginons un site e-commerce, si ce site n'est pas accessible, je vais perdre une part de marché de potentiels consommateurs en situation de handicap qui ne pourront pas acheter sur ce site Internet. Donc il y a les 2 aspects. Il y a un aspect recrutement, il y a un aspect aussi, entre guillemets, business associé à la vente de produits, la vente de solutions. Donc des entreprises doivent comprendre aussi qu'avoir une démarche inclusive dans les produits et les services qu'ils développent va leur permettre aussi de se développer et d'avoir un marché plus important. Donc, ce n'est pas qu'une pénalité en se disant « Ah oui, mais ça coûte cher d'intégrer quelqu'un en situation de handicap dans l'entreprise ». Non, ce n'est pas ça. C'est je veux être inclusif parce que tous les produits que je développe, toutes les solutions que je développe doivent pouvoir bénéficier à tout le monde. C'est ça l'inclusion. C'est important. Dernière petite question pour vous. Donc vous travaillez chez Microsoft. Est-ce que vous vous autorisez aussi à être inclusif ? Par là, je veux dire à être encore plus inclusif, à recruter, à donner une chance à des collaborateurs qui sont complètement éloignés du numérique pour bosser dans une entreprise numérique. Alors oui, on a ce type d'initiative. Alors la première initiative qu'on a prise cette année, d'ailleurs ça va démarrer dans 2 semaines, je crois, les premières dates, on va déjà former les 200 managers de l'entreprise en France au handicap. Donc, on a mis en place une formation dans laquelle on va leur expliquer quelle est la procédure à suivre finalement lors de l'entretien. Parce qu'il faut donner confiance aussi aux salariés, aux futurs salariés en situation de handicap qui veulent rejoindre la structure. Et puis, comment adapter l'environnement pour les personnes ou détecter que dans son équipe, une personne peut avoir un besoin particulier d'adaptation. C'est pas le handicap qui est important, finalement. C'est de mettre à l'aise les gens pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Après, le handicap, ça peut être une situation, finalement, dont la médecine du travail est s'occuper. Mais le manager, lui, son premier souci, c'est de s'assurer que ses salariés peuvent travailler dans de bonnes conditions et qu'ils ont finalement une équité vis-à-vis de leur environnement, que ce soit un environnement numérique ou un environnement finalement physique dans l'entreprise.
Et puis aujourd'hui, avec toutes ces transformations numériques, puissance 10, je dirais c'est aussi important de se former tout au long de la vie et quel que soit son âge. Oui, c'est important de se former. Moi, je passe beaucoup de temps pour aller visiter les différentes organisations de nos clients, des associations, nos partenaires également, pour parler d'accessibilité. L'accessibilité, c'est dans tous les axes de la vie. Ça peut être pour son besoin personnel. J'ai envie d'échanger avec mes amis, j'ai envie d'aller faire du shopping sur Internet, j'ai envie d'aller sur un site public trouver une aide quelconque. Tout ça nécessite finalement que cet environnement numérique soit accessible. Je travaille aussi sur l'accessibilité du jeu vidéo, par exemple. On sort le mois prochain une manette qui peut être pilotée avec une seule main pour une personne qui pourrait être empêchée avec sa deuxième main, par exemple. Donc ça, l'accessibilité, c'est aussi dans la vie, entre guillemets, privée, qu'il faut le considérer. De tous les jours. Ouais. Merci beaucoup Philippe Trottin. Je rappelle, vous êtes directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft et vous êtes membre avec l'entreprise Microsoft du Manifeste Inclusion qui sort le guide de bonnes pratiques accessibilité numérique, un ouvrage collaboratif et il y a un webinaire qui aura lieu demain à 14h. Il y aura l'adresse du podcast si vous voulez y participer et c'est gratuit. Merci beaucoup à tous les deux pour cette interview. Et si vous voulez réécouter cet entretien de Philippe Trottin au micro de Jason Jobert, c'est possible sur vivrefm.com, mais aussi sur les plateformes de podcast. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.